Gilles, on vous écoute. Ok, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouveau petit déjeuner de l'ADI. Petit déjeuner particulier puisque évidemment, compte tenu des circonstances, nous devons le tenir à distance plutôt qu'au cercle de l'Union interalliée. Donc, il nous manquera les croissants, sauf si certains d'entre vous les ont prévus. En tout cas, aujourd'hui, nous voulions, en partenariat avec JLL, faire un point de situation sur les bureaux dans cette situation de crise sanitaire, donc de tirer quelques enseignements, quelques questions, bien entendu, qui restent de toute façon d'actualité. Quelles sont les tendances? Parce que c'est un sujet à la fois pour le virus comme pour les bureaux, sur lesquels, un sujet sur lequel nous apprenons en continu, voire par vague, finalement. Donc, en tout cas, il est important pour l'ADI de contribuer au débat sur cette question, d'éclairer à la fois les utilisateurs d'immobilier, mais plus largement toute l'industrie immobilière, et d'éclairer sur les choix qui sont devant nous, et évidemment pour l'ADI de dépasser une stricte arithmétique qui serait liée au taux de télétravail des entreprises, mais de poser des questions de sens, pourquoi vient-on au bureau, des questions de projets d'entreprise. Et il est donc très important que l'on puisse débattre entre nous et puis écouter le témoignage des différents intervenants que je remercie et que je vais laisser Sophie Distel de Business Immo. Je vais lui laisser le soin de nous les présenter. À vous, Sophie. Effectivement, donc rebonjour à tous, Sophie Distel pour Businessimo, qui ait le plaisir donc d'animer ce matin cette conférence ADI à distance. Comme vous le disiez Gilles, nous passons effectivement du cercle interallié, un endroit où les jeans sont interdits, au webinar, un endroit où les pantalons ne sont pas obligatoires. Donc ça va changer un petit peu la forme des débats, mais en tout cas pas le fond et notre volonté de poursuivre les échanges effectivement en ces temps mouvementés qui demandent des réflexions et qui demandent une certaine prise de hauteur. Nous avons déjà commencé lors de la dernière conférence ADI à parler du bureau post-Covid évidemment. Le sujet est toujours d'actualité, mais nous allons essayer aujourd'hui d'aller plus loin. Tout d'abord à travers les résultats de l'étude JLL qui vont vous être présentés, mais aussi à travers une approche peut-être plus court-termiste pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il faut faire dès maintenant. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi mes quatre invités. Donc, Cynthia Amé, vous êtes directrice immobilier et aménagement pour Ubisoft. Vous êtes accompagnée de Christopher Dio, qui travaille à la transition vers le future of work. Enfin, nous aurons avec nous autour de la table Thierry Troadec, qui est responsable projet immobilier pour CNP Assurance, en charge notamment d'un nouveau projet immobilier de taille, ICV, ici Cœur de Ville. Et puis, pour nous accompagner ce matin, Flore Prader, qui est directrice recherche entreprise pour JLL et qui nous présentera justement les résultats de sa dernière étude sur le sujet. Et je vous propose d'ailleurs peut-être de commencer avec Flore par un petit mot de présentation sur cette étude et son concept, puisque ce sera la colonne vertébrale de nos échanges et que c'est autour de ces principaux résultats que nous essaierons de pousser la réflexion. Flore, on vous écoute. Merci beaucoup Sophie, bonjour à tous. Donc écoutez, je suis ravie de vous présenter ces résultats. Donc vous le savez, on sonde régulièrement en fait les entreprises et les salariés aujourd'hui sur toutes ces questions qui nous animent. À quoi ressemblera ce bureau demain et encore plus dans ces temps chahutés. Là, l'idée, c'était vraiment de refaire un petit point d'étape en se disant, ben voilà, où en est-on 9 mois après le début de la crise. Arrêtons de regarder trop loin et essayons de se dire là, dans l'immédiat, qu'est-ce qui va se passer, comment les gens se sentent aujourd'hui au travail et comment les responsables immobiliers peuvent au mieux les accompagner et anticiper les mois à venir. Donc l'idée, c'était finalement de revenir sur 7 tendances, pardon, qu'on avait identifiées au printemps dernier à l'occasion du premier confinement, en se disant finalement, où en est-on aujourd'hui de ces 7 tendances qu'on avait pressenties? Est-ce qu'elles sont toutes toujours d'actualité? Est-ce qu'on peut venir apporter plus de précision, les affiner?
et se dire finalement à quoi ça va ressembler pour les mois qui se dressent devant nous. Donc on a recensé en fait le retour de 200 salariés de bureau au mois d'octobre et de 88 décideurs immobiliers. Beaucoup d'entre vous ont sans doute participé à cette étude, donc je vous remercie. Et ça va me permettre de vous partager un premier enseignement fort autour de ce qu'on a appelé le Healthy Workplace. Donc le Healthy Workplace, c'était un des premiers thèmes, je crois, Sophie, que vous vouliez aborder. Alors justement, avant de rentrer dans cette problématique du bureau de demain et ce à quoi il va ressembler, les mots ont été prononcés, Healthy Workplace. Nous sommes effectivement, ça n'aura échappé à personne, en pleine crise sanitaire. Mais le télétravail massif dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, parce que c'est bien de cet usage qu'il s'agit et cet usage qui devrait laisser des traces durables dans les politiques immobilières au-delà de la crise économique, qui pourrait aussi laisser des traces dans les politiques immobilières des entreprises. Toujours est-il qu'à l'heure de la crise sanitaire, on nous parle de bureaux healthy, mais surtout la question de la santé mentale et des risques psychosociaux est montée en puissance. À l'heure où l'on parle beaucoup de santé, de plus en plus de RH et d'entreprises au sens large semblent s'interroger sur l'état de santé de leurs collaborateurs suite à la période actuelle. On vous l'a dit, le but ce matin est aussi d'essayer d'avoir les pieds un peu plus ancrés dans le présent et dans le réel. Est-ce que dans cette étude, c'est un sujet qui ressort et à quelle hauteur? Alors effectivement, c'est un sujet qui ressort très fortement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé aux entreprises quels étaient les sujets qui les occupaient particulièrement aujourd'hui, qu'est-ce qui était mis en péril aujourd'hui dans leur organisation. Et on se rend compte qu'en fait, la santé mentale et physique arrive au même plan désormais que la santé financière de l'entreprise. On se rend compte à quel point ça devient vraiment une priorité, une préoccupation très forte. Vient derrière l'idée de sentiment d'appartenance, de capacité à innover. Mais vous voyez que vraiment ce bloc autour de la santé mentale et physique est devenu un sujet de préoccupation. Et quand on regarde du côté des salariés, on se rend compte que, bien évidemment, la crise pèse sur les esprits, puisque un salarié sur deux aujourd'hui se dit effrayé pour son avenir professionnel, et 42% d'entre eux, 43%, se disent désenchantés. Et désenchantés, ce qui est intéressant dans notre étude, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'engagement au travail reste parce que les gens ont tout simplement peur de perdre leur job. En revanche, il y a un lien à l'entreprise qui est en train de s'éroder. Alors, peut-être allons du côté de nos directeurs immobiliers pour réagir à ce premier enseignement. C'est quand même un élément fort. Vous nous dites qu'en pleine crise sanitaire, c'est bien les risques RPS qui sont à la première place des préoccupations des entreprises. Et on connaît le rôle RH quelque part que peut jouer l'immobilier. Donc, c'est un sujet qui va revenir aussi ce matin. Du côté de votre quotidien, à vous, direction immobilière, que ce soit chez CNP ou Assurance ou chez Ubisoft, comment les salariés ont-ils vécu la situation et êtes-vous relativement serein ou inquiet quant à l'état de santé mentale et morale de vos collaborateurs? Alors, qui pour commencer? Je crois que vous faites l'un comme l'autre des tests et un suivi régulier auprès de vos collaborateurs pour savoir justement comment ils vont et à quel point vous répondez ou non à leurs attentes. Est-ce que peut-être, Cynthia, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc en effet, depuis quelques mois, et c'est pas spécialement lié au Covid ni au confinement, nos RH envoient à l'ensemble du personnel, donc managers et personnes encadrées également, des questionnaires qu'on remplit pour savoir dans quel état on est. Et on a bien noté pendant le confinement que pas mal de personnes étaient en manque d'interaction sociale. Et c'est vrai que, bon, peut-être en particulier dans notre société, mais dans toutes les sociétés, on a toujours vu les bâtiments comme un outil pour se rassembler. Et donc ça permet de créer une adhésion à la société, mais aussi il y a vraiment un courant entre les gens qui s'établit qui est assez sympathique. Et ce courant, on l'a perdu du jour au lendemain. Et ça a été difficile à vivre pour certaines personnes, particulièrement peut-être, je pense, les personnes un peu isolées, qui vivent seules ou dans des appartements pas forcément très agréables. Et donc, dès qu'on a pu rouvrir les bureaux, on a assez spontanément pas mal de personnes qui ont souhaité revenir, surtout en région parisienne, plus qu'en province où les logements sont sûrement mieux adaptés à une vie pas trop désagréable
quand on est confiné. Thierry, on entend dans les propos de Cynthia une certaine forme de cas par cas à prendre en compte. On sait que cette situation a généré quelques inégalités dans le vécu et dans le ressenti. Est-ce que c'est une situation à laquelle vous faites face aussi aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Oui, côté CNP Assurance, on peut pas dire, on n'est pas allé jusque-là. Hein. On n'est pas allé jusque-là pour analyser le cas des uns et des autres. Néanmoins, je prends juste l'exemple entre le premier confinement et le second confinement, dans les relations qu'on peut avoir dans le cas de réunions en virtuel. On sent qu'il y a certains collaborateurs, certaines collaboratrices qui n'ont plus les enfants à la maison. Et ça change déjà la relation au télétravail et le confort, on va dire, d'utilisation du télétravail et des outils. Hein. Donc, on mène aussi nos enquêtes. Hein. On a mené 2 enquêtes, une en fin avril, début mai, une autre en juin. Et toujours, oui, les mêmes questions. C'est comment allez-vous? Est-ce que vous avez réussi à maintenir le lien avec vos équipes? C'est quoi, comment vous jugez vos outils aujourd'hui en termes de confort d'utilisation en télétravail? Êtes-vous en mesure avez-vous envie de revenir au travail? On a posé aussi cette question-là. Quelle impatience, quel niveau d'impatience? Sur le premier confinement, c'était mitigé. C'était 50-50 parce qu'il y avait la peur, je pense, de la Covid. Alors peut-être que les enquêtes qui sont en cours, là, on aura les résultats très prochainement, vont montrer autre chose. Et je pense au niveau des relations qu'on peut avoir aujourd'hui et des échanges, les gens ont quand même envie de revenir au bureau. Donc, pour information, on est tous en télétravail, hein, 100% en télétravail toute la semaine. Et là, il y a une envie de se retrouver. Et vous le disiez, Oui. l'un comme l'autre, un suivi de la satisfaction, etc., qui se fait aussi avec le service RH, si je comprends bien. Oui. C'était déjà, ça commençait à devenir un partenaire fort hier. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi une tendance que la crise sanitaire aura accélérée? Ça a obligatoirement accéléré les choses et dans le cadre des projets, depuis de nombreuses années déjà, même dans les projets immobiliers, on se rend compte que c'est souvent le DRH qui est un sponsor principal. C'est comme ça qu'on mène un bon nombre de projets aujourd'hui. C'est le cas encore pour nous. C'est la DRH qui est en tête de pont, je vais dire, y compris sur l'évolution de l'immobilier. Et dans notre cas en particulier, chez Ubisoft, en fait, le département immobilier fait partie du Workplace, donc l'équivalent des services généraux, et on est rattaché depuis plus de 8 ans à la DRH. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu un enjeu humain plus que financier, même si les finances comptent énormément. Et donc, c'est vrai qu'avec la crise, on est en lien quotidien sur tous les sujets de protection des locaux, tout ce qui est nettoyage, rassurer les personnes quand elles viennent. Sur tous les sondages, on échange les résultats et c'est ensemble qu'on met en place tout ce qui est stratégie liée au Covid, mais également adaptation sur le parc immobilier. On est également beaucoup en lien avec toutes les personnes de l'informatique pour les outils. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un trinôme immobilier, RH et IT qui travaille sur ces sujets présents et à venir. En filigrane, ce qu'on comprend, c'est le rôle social que vous pensez faire jouer au bureau. Dans chacune de vos 2 entreprises, il y a justement actuellement des projets immobiliers d'ampleur en route. Ce rôle social, compte tenu de la situation actuelle et de ce que les gens auront vécu, j'imagine que pour l'un comme pour l'autre, il va devoir être renforcé. Par quoi, je crois que dans l'étude de JLL, vous nous parlez de bureau club, d'importance de service. Déjà, peut-être commençons par l'étude et puis ensuite allons voir du côté de vos réalités, la façon dont ça s'incarne. Oui, totalement. Alors, j'ai un petit bug technique. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Juste, Alors, est-ce que ça, je vous voulez vous partager les freins dans le déploiement du télétravail? Pour l'instant, ça tourne, mais je suis sûre que ça va arriver. Alors, Est-ce que peut-être que je peux vous dire oui, les effectivement principaux résultats, peut-être. autour de cette idée de bureau club, en fait, ce qui était frappant dans notre étude, c'est que on s'est rendu compte que par rapport à ce télétravail, finalement, il y avait des enjeux autour de le fait que finalement les gens se sentaient bien évidemment isolés au bureau, que un télétravail à 100%
n'était pas forcément viable et que notamment les gens ne bénéficiaient pas tous des bonnes conditions de travail à leur domicile. Je ne sais pas si on voit s'afficher mon écran ou pas, je navigue à C'est vue. revenu pour une partie et on est toujours sur le slide de la santé des salariés. D'accord, bon, décalage. Et donc autour de cette idée de bureau club, effectivement, en fait, on s'est dit, bah, on a questionné en fait le pourquoi on irait au bureau demain, et clairement est venue au premier plan l'idée d'un bureau club dans lequel on se retrouve, on socialise, on va bien évidemment partager l'image de marque, on se sent fier d'appartenir à cette marque, à cette entreprise. Et le bureau club, c'est aussi un lieu d'apprentissage, un lieu de socialisation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a demandé aux salariés, en fait, on leur a demandé de comparer, au vu de leur expérience actuelle, les différents lieux de travail, donc le domicile, la maison, potentiellement des tiers-lieux. Et très clairement, là où ils mettent une supériorité pour le bureau, c'est sur tout ce qui est échange collaboratif de qualité, le suivi managérial, pouvoir avoir une relation privilégiée avec mon manager et la résolution de problèmes complexes. Donc on voit que ce bureau, il est essentiel pour proposer un lieu physique où les gens vont se retrouver, échanger, créer du lien et créer de la valeur. Je suis sûre qu'il y a des mots qui vous ont parlé. Là, j'entends le rôle du bureau autour de la formation, de l'intégration. Peut-être Thierry, une première réaction avec notamment un petit mot sur ce projet ici, Cœur de Ville. Bah, ici, Cœur de Ville, donc c'est l'acquisition de 40 000 m² du côté d'Issy-les-Moulineaux. Donc 3 immeubles de bureaux à l'origine. Donc on achète bien les 3 immeubles. Et on a quand même fait une évolution entre mars, l'avant Covid et maintenant. C'est que déjà de 3 immeubles, on ne ménage plus que dans 2 immeubles. Donc on s'est rendu compte que une partie des collaborateurs prestataires essentiellement on n'a plus besoin de les loger, on va dire demain, puisqu'on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on était capable de travailler avec des prestataires en télétravail à distance. Voilà, donc une première approche. Et puis ensuite, toute une réflexion évidemment sur le bureau de demain. Qu'est-ce qui fait que on va donner envie aux collaborateurs de venir travailler? Alors, on a un directeur général aujourd'hui qui compare le futur siège comme un immense restaurant, un immense bistrot dans lequel on va pouvoir matin au soir échanger, travailler bien évidemment avec et se rencontrer donc avec les collaborateurs, avec les partenaires, avec les prestataires. Donc un vrai changement, on va dire, dans le programme où on imagine donc offrir une offre de restauration très importante demain, puisque c'est un des sujets clés. Évidemment, retrouver un ensemble de salles de réunion, une multitude d'espaces de réunion. Les bureaux individuels imaginés à l'origine, on va plutôt les transformer en salles de réunion de 4 et on va pousser un peu plus de confort, y compris en CVC dans ces sujets-là. La question s'était posée sur le centre de formation. Est-ce qu'on en remet un, est-ce qu'on n'en remet pas? Eh ben on y va franco, parce que c'est important demain, je pense, pour les collègues de se retrouver et de se former. Donc deux niveaux importants, on va dire, dédiés au service, dédiés à la collaboration, et puis la mise en œuvre de terrasses et de lieux un peu différents que l'on pouvait connaître avant. On va sortir d'un IGH, donc on va aussi aller à l'extérieur travailler, comme tout le monde a pu le faire pendant cette phase de Covid ou l'été où on a pu goûter à d'autres lieux pour travailler. Voilà. Très bien. Merci pour ces explications. Mon cerveau digère l'information de travailler dans un restaurant géant toute la journée. J'essaye de résister à l'envie de postuler. Cynthia, aussi, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments aussi qu'on va retrouver dans votre projet immobilier. Vous aussi, ce rôle qu'on voit s'afficher, donc le slide sur pourquoi ira-t-on au bureau demain. Quand vous voyez ces éléments, est-ce que ça vous semble correspondre à ce que vous êtes en train de mener? Alors, en tout cas, ça fait totalement écho avec un sondage qui est parti il y a quelques semaines de la part des RH Monde vers l'ensemble du groupe. Donc, on est à un peu plus de 19 000 collaborateurs actuellement. Et ce sont exactement les mêmes choses qui sont revenues en numéro un. Donc, sociabilisation, apprendre auprès de ses pairs, se réunir pour des sujets importants.
Et donc, pour ces raisons-là, les gens ont envie de revenir au bureau. Néanmoins, comme c'est assez tendance de se poser des questions sur la taille du parc immobilier, alors qu'on était parti avec Christopher et nos équipes en projet de réaménagement, en fait, on a validé un schéma directeur immobilier il y a presque 2 ans maintenant, où on avait un parc assez éclaté avec beaucoup de petits bâtiments et des bâtiments plus grands. Et donc, on réduisait le parc en termes de nombre de sites. On agrandissait, on prenait plus de mètres carrés. Et finalement, malgré le fait qu'on est, je pense, depuis des années, on a toujours favorisé les espaces de partage, que ce soit pour les réunions ou les moments plus sympas comme les déjeuners ou les pauses. D'ailleurs, on échange pas mal sur les sujets de travail. On est néanmoins, comme Thierry, en train de se poser la question de libérer quelques mètres carrés en plus en peut-être réduisant un petit peu nos surfaces d'open space, puisqu'on part du principe que les gens seront beaucoup moins là. On n'est néanmoins pas prêt tout de suite à passer en poste partagé. On le voit plutôt un peu sur la durée. Et sur la partie input des collaborateurs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on faisait depuis longtemps. Christopher, je ne sais pas si tu veux peut-être un peu décrire la manière dont on a pris pour le projet de réaménagement du studio, de notre plus gros studio de développement français, la manière dont on a pris les inputs des gens. Oui, tout à fait. Alors, on était en plein réaménagement donc, du parc immobilier sur Montreuil. On a la particularité d'avoir aussi toute une partie qui est plutôt issue des métiers de la production, qui ont des gros besoins techniques et des besoins aussi d'espace, des salles vidéo, salles audio. Donc ça, on ne peut pas faire à distance. Et sur toute la partie programmation, en fait, on a vraiment rencontré tous les métiers, toutes les équipes. Et ça, en fait, on l'avait fait avant le Covid. Bon, évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu quelques chamboulements. Et en fait, on a repris toutes les programmations et c'est vrai que c'est exactement ce qui est ressorti. Tous les échanges qu'on a pu avoir, c'est vraiment apprendre, se réunir, collaborer, même pour des équipes qui finalement auraient pu avoir du mal à travailler à distance. On s'est rendu compte que les besoins étaient les mêmes et que là, on allait avoir un gros défi sur toute la digitalisation des espaces utilisateurs et des interfaces de nos équipes. On vous entend plus, Sophie. On voit les lèvres qui bougent. J'ai eu un livre très insistant, comme vous l'aurez tous remarqué. Donc, je vous ai coupé mes 12 sonneries intempestives. Désolée. On entend un certain nombre d'éléments autour de ce à quoi va ressembler le bureau. On devine aussi dans votre discours que finalement, les économies qui pourraient être réalisées dans certaines mesures, que ce soit du côté d'un bâtiment que finalement on libère ou d'une certaine forme de flexibilité dont on parlera tout à l'heure. Mais pour autant, on entend aussi qu'il va y avoir des postes où réallouer ces économies, en tout cas à minima partiellement. On entend beaucoup parler de services, même si vous nous parlez de porosité avec le quartier, il va falloir faire des choses. On entend beaucoup parler d'IT aussi. J'ai l'impression que c'est un volet par lequel qu'il va falloir aussi travailler pour gérer cette présence et à distance et physique, le plan de digital. Comment vous appelez ça, Flore, dans votre étude? Je ne vais pas le prononcer moi-même, je vous laisse faire. Alors là, je vois pas pour gérer à distance. Digital empowerment, c'est ça, vous teniez à ce que ce soit. L'empowerment. L'empowerment digital, oui, totalement. Donc, cette capacité à fidéliser, générer et fédérer des équipes autour d'un environnement de travail uniforme, on va dire, à distance et sur place, c'est ça? Totalement. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que finalement, cet enjeu d'empowerment, il est très important parce que on se rend compte qu'on est un peu à la croisée des chemins en termes de nombre de jours de télétravail. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est qu'on a des entreprises qui, avant crise, faisaient plutôt en moyenne 1 jour de télétravail, voire 2 pour les plus avancés. Et encore, on sait très bien que c'était que pour une part assez réduite de salariés, de l'ordre de 25% des salariés. Aujourd'hui, post-crise, enfin, quand on fait des projections post-crise, on voit qu'on devrait s'acheminer plutôt vers 70% de salariés qui feraient du télétravail régulier. Et ce qui est en train de bouger également, c'est cette histoire de curseur et de nombre de jours. Et on voit que le nombre de jours est en train de s'intensifier.
Alors, Et donc, du coup, justement, on en est à combien là aujourd'hui, pardon, Flore? voilà. Justement, donc ce que je voulais vous partager, mais j'ai l'impression que mon écran ne fonctionne pas, c'était cette bascule, en fait, vous voyez, de 2 Je à vois 3 jours. télétravail, tout est une question de curseur pour l'instant. Du coup, vous avez un petit temps de décalage. Vous allez découvrir dans quelques minutes qu'on était à la bascule. Et en fait, on était en train de passer de 2 à 3 jours de télétravail. Donc, disons que selon les entreprises, certaines entreprises pourraient permettre d'aller jusqu'à 3 jours. Et ça, ça fait vraiment la différence parce que ça pose de nouvelles questions. Alors, quand on vous dit que certaines pourraient aller jusqu'à 3 jours, je tire un peu le trait parce qu'en fait, ce qui ressort, c'est que la moyenne, ça serait plutôt autour de 2 jours. Là, on est sur du 3 jours actuellement parce qu'on est en temps de crise. Bien évidemment, je fais abstraction du confinement. Mais dans ces temps mouvementés, ça tourne encore beaucoup autour de 2-3 jours. On sait que certaines post-crises pourraient aller jusqu'à 3 jours. Ce qui, du coup, pose beaucoup de questions sur comment on équipe le domicile des salariés, quel est le rôle de l'employeur dans tout ça, cette question d'empowerment digital que vous évoquiez, et donc jusqu'où on va, jusqu'où va l'employeur. Alors justement, c'est une question dont nous avons beaucoup débattu en off pour préparer cette conférence avec nos différents intervenants. C'est vrai qu'on voit que les entreprises essayent aujourd'hui de positionner le curseur à 2, mais on voit aussi que ça pousse quand même sacrément pour aller jusqu'à 3 parce que c'est l'endroit enfin l'endroit où le curseur commence à vraiment changer la vie des gens. On va y revenir. Christopher, je crois que vous travaillez aujourd'hui avec vos instances représentatives, etc., sur cette notion de télétravail et de l'impact que ça pourrait avoir. Aujourd'hui, jusqu'où envisagez-vous d'aller? Alors, dans l'immédiat, on est toujours sur le cadre qui a été exprimé par Flore et qui est la majorité en cours, c'est les 2 jours. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, effectivement, comme le dit Flore, à partir du moment où on est sur 3 jours de télétravail, on arrive sur un changement qui est finalement assez parlant, c'est qu'en fait, notre poste de travail, notre bureau devient notre domicile, plus majoritairement du temps, même si en fait on est de 0 à 3 jours, c'est-à-dire qu'on fait du télétravail pendant 3 jours. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre cadre, au moins, c'est de 0 à 2 jours. Et donc là, comme je disais, on a des équipes qui ont des gros besoins techniques. Donc, et en fait, nos équipes se baladent pas forcément facilement avec leur ordinateur et leur tour sous le bras. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu les problématiques de vraiment pouvoir digitaliser leur interface ou tout leur système de développement de jeux vidéo, hein, pour parler concrètement, et ben en fait, on ne pourra pas forcément aller plus loin que ces 2 jours. Par contre, c'est vrai qu'on ne s'interdit pas d'y aller et d'évoluer dans les prochaines années. Mais parce qu'à 3 jours, ce qui change aussi, c'est la façon dont on peut mener sa vie. Je crois que la notion d'exode rural revient aussi dans l'étude. Alors, il est un peu tôt pour parler d'exode. Pour autant, on voit quand même dans les différentes équipes un vrai intérêt pour ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est sur 3 jours, on voit que les collaborateurs peuvent tout à coup s'éloigner. On avait, lors d'un précédent article, des gens comme BNP Paribas qui regardent les études et qui disent que ça pourrait redessiner la carte de France. Des gens comme Nexity qui, à la dernière conférence, nous disaient aussi que l'endroit où les entreprises positionneraient le curseur aurait des conséquences certaines. Vous, chez CNP, vous disiez que vous étiez aujourd'hui en 100%, en 100% télétravail pendant la crise, bien sûr. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite et à quel point vous pensez que ça aura un impact sur le bureau, le domicile? Bah, je vais dire qu'on a déjà envisagé la suite parce qu'entre le premier confinement et le deuxième confinement, on a renégocié notre accord QVT. D'accord. Donc on va dire qu'avant, il y avait un peu moins de 30% de collaborateurs qui étaient en télétravail, soit un jour, alors quelques expériences à 2 jours, et plutôt de l'occasionnel. On est parti en télétravail donc à 100% au mois de mars, et au mois de juillet, on a re-signé un accord de qualité de vie au travail. Et dans cet accord, donc on donne le choix 0, 1, 2, voire 3 jours de télétravail aux collaborateurs. Résultat, ça a été mis en place au début septembre. Dès le début septembre, chacun a pu faire ses choix
Et donc cet accord de télétravail est valable pour les 4 prochaines années. Hein. Et 42% des collaborateurs sont aujourd'hui à 3 jours de télétravail et 28,5 à 2 jours. Il n'y a que 21% des collaborateurs qui ne font pas de télétravail. Donc ça a évidemment, comme on dit, un impact sur la vision même du bureau. C'est vrai que je suis 2 jours au travail et 5 jours de fête à la maison, hein, dans ma semaine, et à tel point que oui, j'ai des collaborateurs moi qui sont venus me voir en me disant Thierry, demain je viens travailler 2 jours globalement au bureau. J'envisage peut-être d'aller vivre en province, de revenir à Paris, par exemple, le mardi matin, de passer la nuit de mardi à mercredi à Paris et de retravailler le mercredi et de repartir dans ma campagne le mercredi soir, quoi, par exemple. D'où des demandes, c'est quoi l'offre hôtelière à ICV demain, par exemple, parce que on va changer un peu les choses, quoi. Mais justement, quand on envisage son siège comme, alors évidemment c'était pour l'image, mais comme un grand restaurant bouillonnant, vivant, où les gens pourront interagir, etc. Est-ce que quand autant de gens, quand même, vous disiez 42%, c'est ça, Oui, on choisit 42% aujourd'hui ont choisi de 3 jours de télétravail par semaine. Est-ce que du coup on envisage de rajouter des chambres d'hôtel à son restaurant? Enfin, comment ça se Non, passe parce que c'est pas c'est pas la même réglementation immobilière. Mais typiquement, quand j'ai dit qu'on ne réaménageait pas le troisième immeuble, on m'a dit pourquoi tu le transformes pas en hôtel? Mais bon, on a la chance de s'intégrer. On a la chance de s'intégrer dans un écoquartier, parce qu'au-delà du 40 000 m² de bureaux, ICV quand même un projet de 100 000 m². Donc 40 000 m² de bureaux, 40 000 m² de logement, 17 000 m² de commerce, il y a un cinéma, il y a une école, il y a une crèche. Donc on s'insère complètement dans un écosystème, hein, et dans un écoquartier. Donc l'objectif est évidemment de s'intégrer au maximum et de ne pas recréer en interne ce qui est justement disponible en bas de chez soi. Voilà. Je prends juste l'exemple de la salle de sport. Les collaborateurs qui me disaient Thierry, il faut monter une salle de sport demain dans les bâtiments. Non, il y en a une qui se crée dans l'écoquartier, on va l'utiliser. L'amphithéâtre, c'est pareil, j'ai pas d'amphi dans les bâtiments. J'ai juste 7 salles de cinéma à disposition, donc que je pourrais bien louer un matin pour voilà. Et c'est cette notion d'échange qui est importante aussi dans la future évolution des futures relations au travail. Et Thierry, pardon, j'avais juste demandé si les jours télétravaillés sont organisés ou c'est assez flexible, chacun vient quand il le souhaite. Alors, il y a une organisation qui a été montée, hein, parce que l'objectif, c'était de faire en sorte que les équipes puissent se retrouver avec des jours choisis par semaine. Donc, c'est vrai que essentiellement, les gens viennent le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc, le mardi pour tous se voir. Alors, au début, l'objectif, c'était de se dire, le mardi, on va tous faire la réunion de direction et la réunion de service. Sauf qu'avec l'effet Covid, les salles de réunion, la capacité a été divisée par 2. Donc, on n'a plus de place pour se réunir. On n'a pas de dispositif aujourd'hui dans les entreprises pour se réunir tous, comme on le faisait avant, puisque toutes les salles ont vu leur capacité retomber. À tel point qu'on continue à faire notre point, on va dire, d'équipe, où on est peut-être une vingtaine autour de la table, mais on est tous en distanciel le lundi. Et c'est vrai que le mardi, le mercredi, quand on était sur site, septembre, octobre, c'était vraiment pour de la rencontre informelle plutôt. Voilà. Et on a un vrai sujet. C'est vrai que à forcer des jours, mardi, mercredi, jeudi, lundi, il n'y a pas grand monde. Vendredi, il n'y aura pas grand monde. Donc, c'est repenser aussi la façon d'exploiter le bâtiment. On parle de notion de service. Quand je dis c'est un restaurant, oui, mais quel modèle économique je peux mettre dans les mains du prestataire demain de restauration? Néanmoins, on peut pousser peut-être un peu les réflexions. Comme je disais, je viens 2 jours par semaine à Paris. Peut-être que certaines soirées, je vais organiser des déjeuners de travail et des dîners de travail. Et pourquoi pas organiser ces dîners de travail demain au siège? Un moyen de continuer aussi la journée et d'offrir une autre prestation et pour le prestataire restauration et les collaborateurs. On est là dans cette notion de bureau-club, justement, de volonté de fédérer, mais aussi de faire se rencontrer. On entend que ça va poser un certain nombre de questions parce que sur le papier, on se dit si 50% de mes collaborateurs passent à tant de jours de télétravail, je liste sur la semaine et puis je peux économiser tant de mètres carrés.
Sauf que dans la vraie vie, on l'entend, les équipes ont besoin de se réunir, de se voir en même temps. Donc, on se retrouve plutôt avec des pics de présence et toujours potentiellement les mêmes creux en termes d'occupation de bureau. Donc, il va falloir gérer ça aussi. Ce qu'on entend, si je comprends bien, c'est tout de même un besoin croissant de flexibilité. Est-ce que c'est comme ça que ça se traduit chez vous aussi, Cynthia Amé? Et donc, en effet, c'est vrai que dans tous les avantages qu'on a pu offrir aux collaborateurs en termes d'horaire ou de congés, où on a toujours été assez flexible, on n'a jamais vraiment souhaité caler des jours ou des horaires. Par exemple, on a des horaires flex depuis quelques années, où on doit tous être présents de 10 à 17 heures, et ensuite, sur les heures qui dépassent avant-après, chacun fait selon son agenda et ses contraintes personnelles. Le sentiment qu'on a, parce qu'aujourd'hui la politique n'a pas encore été totalement définie, ce serait plutôt de s'orienter vers une règle qui dirait que c'est 0 à 2 jours de télétravail par semaine, mais que ça reste soumis à tout plein de contraintes que vont être les contraintes d'un projet, les contraintes techniques. Certains métiers ne peuvent pas se permettre de faire du télétravail. Ça peut être la juniorité de quelqu'un, il faut l'embarquer, donc lui ne peut pas télétravailler. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'on se retrouvera jamais dans un cas où pas tout de suite, où on pourra, de ce rythme de télétravail, en déduire un impact qui nous permet de libérer franchement des mètres carrés. Ne serait-ce que, par exemple, ces 3 jours de présence qu'on estime sur la durée, un peu comme Thierry, ça va sûrement être des jours où tout le monde sera là en même temps. Donc, au final, on aura des pics, et voilà. Et donc, c'est compliqué de libérer des mètres carrés. Donc, l'idée, c'est plutôt je pense qu'on va essayer de faire un effort sur le parc, parce que ça serait quand même triste de payer autant qu'avant alors que les gens sont beaucoup moins là, mais d'investir dans la qualité de ce qu'on propose pour que les gens viennent avec une bonne raison de venir, une envie, que ça ait du sens, quitte à perdre un petit peu au niveau de certains espaces. Alors pour certains, ça va être plutôt les espaces d'échange et d'autres les espaces au poste. Voilà. Après, on peut aussi essayer de plus profiter du quartier quand le Covid sera plus là, profiter de la ville, des services de la ville. On a déjà beaucoup de services dans le bâtiment. Mais c'est de profiter on vient de signer un bail on a pris un bail à 24 000 mètres carrés, dans un quartier qui est extrêmement sympathique. Et c'est vrai qu'on peut aussi dire que nos mètres carrés, ils y vivent pas mal à l'extérieur un certain nombre de mois de l'année. Voilà, c'est plus voir les choses différemment, peut-être essayer de s'éloigner du modèle qu'on avait en tête précédemment. En fait, oui, voilà. Oui. J'allais réagir, effectivement. En fait, ce que j'entends dans le témoignage de TNP et Ubisoft, c'est qu'on est en train de basculer sur une notion de workplace as a service. En fait, on vient consommer du bureau, on vient consommer des services, une expérience de travail, et on vient consommer quelque chose qui est différent de ce qu'on pourrait trouver à son domicile. Donc, il y a vraiment, on est en train de s'inventer. En fait, le domicile va être davantage à certains types d'échanges et de production, et à l'inverse, on viendra au bureau pour socialiser, pour consommer un service très haut de gamme. Voilà, on est vraiment en train de venir chercher autre chose. Et ce que j'entends aussi dans ce témoignage, et qu'on a beaucoup retrouvé, nous, dans notre étude, c'est la fameuse question qu'on n'a pas encore mise sur la table du flex office, de la mutualisation des postes de travail, et surtout de venir mesurer et comprendre comment l'espace est utilisé. Et ça va vraiment être, je pense, le sujet de demain. Il va falloir comprendre ces nouveaux usages, comprendre comment les gens se rencontrent, à quels endroits ils se rencontrent, et comment viennent s'interfacer des échanges à distance, virtuels, et des échanges présentiels. Donc il y a vraiment un enjeu de mesure et de décodage pour les mois à venir. De mesure et de décodage de ces usages qu'on avait commencé à se voir installer. Hein, on l'a assez dit, cette crise, elle n'a pas fait réellement naître de nouvelles tendances, elle en a surtout accéléré. Ouais. Mais en tout cas, donc mesurer pour mieux prendre la mesure justement de ce qui peut être adapté en termes d'aménagement, c'est ça? Totalement. Donc là, on est dans le bureau, hein, plutôt se dire que dans le bureau, en fonction de ces évolutions d'usage liées au nomadisme, etc., il va falloir flexibiliser aussi l'aménagement et les espaces pour pouvoir en réallouer l'usage, etc. C'est des choses que vous prévoyez dans vos projets? Peut-être on peut vous donner pour Ubisoft 2 cas différents. Un cas qui est plutôt donc, dans le nouveau bâtiment de 20 000 m² où on accueille la plupart de nos sièges, où on a envisagé des espaces de taille assez variée avec la possibilité de venir choisir du mobilier différent selon ce qu'on veut en faire. Donc l'idée, c'était de
pas forcément avoir une salle de formation, une salle pour faire venir quelqu'un qui va faire un speech, par exemple. C'est plutôt chaque personne on a plein de salles de tailles différentes, plein de mobilier et d'accessoires différents. Et donc, quand quelqu'un a besoin d'organiser une réunion, quel que soit le thème, en fait, il s'adapte au sujet en choisissant l'espace qui lui correspond le mieux, en changeant le mobilier, en commandant à manger ou un service si on veut que ce soit plus serviciel. C'est essayer de ne pas se limiter donc à se dire qu'une salle égale une fonction. Voilà, ça c'est une première forme d'agilité. En open space, toujours pour la même agilité, on réfléchit à des systèmes. Donc nos équipes clairement sont pas du tout prêtes pour le desk sharing. En fait, on est chez la plupart de nos collaborateurs sont joueurs de jeux vidéo, enfin assez passionnés par le monde de l'entertainment et la geek culture, on va dire, et donc ils personnalisent beaucoup leur travail. Et donc aujourd'hui, l'idée de partager son poste et de le vider tous les soirs, c'est un peu compliqué. Il y a un chemin qui est en train de se faire. Hein. Les gens sont plus prêts que ce que j'imaginais, mais on n'y est pas encore. Donc on irait peut-être soit vers des systèmes de tables partagées, donc ce seraient des tables avec un peu moins de linéaire par personne. Comme ça, quand quelqu'un est absent, on peut profiter et étaler ses affaires tout en ayant une place dédiée. On peut étaler ses affaires sur le côté. Christopher, peut-être toi, tu pourras nous raconter tes salles projets flexibles et la manière dont tu vois l'éventuel desk sharing pour le début. Donc en prod, puisque Christopher connaît assez bien ces populations-là. Tout à fait. Alors en fait, on est aussi parti du fait que l'open space comme les espaces plus collaboratifs devaient évoluer. Et on a bien compris aussi l'enjeu des mètres carrés. On va pas s'étaler pour plus collaborer, mais on va plutôt optimiser les espaces qu'on connaît déjà. Pour tout ce qui est open space, en fait, on a pensé à le diviser en plusieurs zones finalement, avoir des zones qui sont plus ou moins flexibles en fonction de l'évolution d'un projet et de l'avancée et des besoins des équipes. Donc avec des zones qui sont plutôt tout ce qu'on va connaître de classique dans du desk sharing, c'est-à-dire j'arrive le matin, je pose mes affaires, je me connecte et je travaille. Et on a aussi pensé, pour rassurer un peu les équipes, enfin les managers qui souhaitent avoir leurs équipes, de pouvoir réserver en fait des espaces à court terme, par exemple une semaine, 2-3 jours sur demande. Et cet espace-là pourra être réservé et adapté à leurs besoins spécifiques, par exemple sur un sprint où ils ont une semaine pour travailler sur un sujet, ils peuvent travailler et être ensemble. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'optimiser l'espace avec, on se rapproche du foisonnement, dans le projet en tout cas, on se rapproche du foisonnement qui est présenté sur cette slide de 0,8. C'est exactement ce foisonnement d'ailleurs qui a été anticipé. Et en fait, ça nous permet de gagner sur des espaces plus collaboratifs avec des salles projets qui seront dédiées aux équipes et qui pourraient s'ouvrir sur des espaces collaboratifs, mais aussi sur des espaces informels, mais qui peuvent aussi, sur certains besoins et sur certains moments du projet, se refermer et devenir une salle de réunion, une salle de visio pour, par exemple, envisager des collaborations avec des sites à l'étranger. Mais Flore, suis-je bête, la crise sanitaire, elle n'avait pas tué le flex office? Justement, très bonne question. Effectivement, au départ, tout le monde s'est posé la question. On s'est dit, bon, c'est la fin de l'économie du partage, c'est la fin de la mutualisation, c'est plus possible, chacun ses affaires. Et en fait, on se rend bien compte, avec le retour de chacun, que non, il y a un enjeu à mieux penser les espaces, à rationaliser l'approche, à repenser les usages. Et donc, moi, ce que j'entends encore une fois dans vos témoignages, c'est à la fois l'aspect, effectivement, réservation qui est revenu dans certaines questions là qu'on a de la part de notre auditoire. Effectivement, l'aspect pouvoir réserver qui fait totalement partie de cette expérience servicielle. J'ai la garantie que quand je vais arriver au bureau, j'aurai l'espace adéquat, qu'il est réservé pour moi. Et donc, on est vraiment dans cette logique que j'évoquais tout à l'heure de consommation. On vient consommer un espace à haute valeur ajoutée. Et puis, ce que j'ai aimé aussi dans votre témoignage, Cynthia, c'est cet aspect hybride qui fait écho avec votre question, Sophie, sur le flex office. Mais en fait, on se rend compte qu'en gros, les alternatives, c'est soit on va mieux mutualiser les postes de travail pour pouvoir proposer plus de variété dans les espaces alternatifs, soit on va pouvoir, et on peut éventuellement combiner les deux d'ailleurs, soit on va pouvoir créer des espaces hybrides qui vont venir servir une multiplicité d'usages et qui vont pouvoir aussi évoluer dans le temps parce que on n'est pas devant. Exactement. C'est Besoin ce qu'on arrête pas de se dire.
C'est ça, donc besoin d'agilité et de flexibilité, surtout dans un contexte très incertain. Je vois que des questions nous arrivent. N'hésitez pas à nous poser des questions. On gardera un temps évidemment pour les échanges à la fin de cette conférence. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne vous entendra pas. Donc on fera un temps de questions-réponses à la fin. Pour autant, là, je vois un certain nombre de questions qui arrivent autour de ces aménagements. Déjà, certains nous rappellent le rôle du manager, alors qui certes va être important dans le cadre de ces nouveaux espaces, mais qui va être aussi un petit peu chahuté. On nous dit pourquoi ne pas faire confiance, on nous parle de système de réservation. Finalement, la question que je retiens, c'est aussi de savoir, donc il y a la question du management, comment vont-ils le vivre et l'appréhender, mais il y a aussi la question des IRP. Pour l'instant, ces négociations, elles sont en cours chez vous. J'ai l'impression que sur l'ensemble du marché, on est plutôt encore dans une phase de discussion. Alors peut-être chez CNP Assurance avant de repasser chez Ubisoft. Ben, chez CNP Assurance, on Parce est que Ubisoft, déjà. c'est signé. Voilà, C'est les accords signé. ils sont signés. C'est signé. Après, c'est vrai que on embarque évidemment les SSCT aujourd'hui dans le projet ICV et on a des gens plutôt constructifs hein, qui sont conscients oui, de la non-utilisation de tout cet espace de travail, des économies potentielles que l'on peut faire à réduire un certain nombre de mètres carrés. Mais pour autant, c'est comment j'augmente la notion de service. Voilà. Parliez tout à l'heure de budget, hein, c'est des budgets qui vont retransiter obligatoirement sur autre chose. Et alors justement, dans cette flexibilité et dans cette agilité, on la retrouve dans l'aménagement. J'imagine que vous allez aussi en avoir besoin contractuellement en termes de baux, de locaux pris à bail, etc. Est-ce que ça fait partie des points sur lesquels vous travaillez, la flexibilité, au-delà de la flexibilité des espaces, la flexibilité contractuelle, dira-t-on, de votre schéma directeur? On a aujourd'hui pensé, hein, on avait fait un des partis pris, c'est dès l'origine du projet, on a pensé les bâtiments de manière à ce qu'ils soient globalement sécables. Je suis capable de, dans n'importe quel bâtiment, rendre un compartiment uniquement, rendre un étage à la sous-location. Voilà, donc c'est cette capacité à venir séparer les espaces et restituer des mètres carrés. Hein. D'accord. On a enlevé le bâtiment sans problème. Et si demain je dois réintégrer ce bâtiment, je l'ai déjà d'ores et déjà pensé pour pouvoir être réintégré, puisque on a mis en place un système de boucle pour typiquement pour passer le SI partout de manière sécuritaire. Une notion de locaux techniques, de façon de câbler, les cahiers des charges sont déjà prêts et les locaux sont prêts à être aménagés au cas où. Très bien. Après, en termes de flexibilité, j'ai plutôt envie de penser aujourd'hui en disant que le bâtiment, on va arriver là-bas en 2022. Hein. Personne aujourd'hui n'est capable de me dire c'est quoi CNP Assurance en 2022. Hein. Donc, c'est aussi penser des bâtiments. Alors, c'est plus la flexibilité du bâtiment, c'est le bâtiment offre un certain nombre de choses en termes de variété d'espace, en termes de solutions. Et globalement, CNP Assurance demain, dans quelque organisation que ce soit, doit être en capacité de s'intégrer aisément dans ce bâtiment et d'y trouver du confort, d'y trouver une qualité de vie, je veux dire, dans ce bâtiment. Et ça s'adaptera en fait à la philosophie dans laquelle est réalisé l'aménagement, quoi. Très bien. Cynthia ou Christopher, un petit mot peut-être sur ce sujet? Peut-être sur la flexibilité dans le SDI, on essaie toujours de prévoir un maximum de sous-location dans nos baux. En fait, sur quasiment l'intégralité du parc, on est locataire, sauf un bâtiment dont on est propriétaire qui contient un de nos gros deux data centers. Donc il y a cette flexibilité-là. On a essayé également de ne pas être trop gourmand sur le nombre de mètres carrés dont on a besoin à moyen terme en disant que le temps passant, il y aurait en effet de plus en plus de télétravail et que en fait, l'idée c'est de partir avec un parc pas trop grand et d'essayer de le faire grandir moins vite que d'habitude puisqu'en fait on est en pleine croissance depuis toujours, on a cette chance-là. Et donc en espérant que ça continue, l'idée serait qu'à partir de maintenant, le parc grandisse moins vite qu'il ne l'a fait précédemment en corrélation à la croissance employée. Ensuite, c'est vrai que je trouve que du côté des bailleurs, ils sont pas très ouverts d'esprit sur la flexibilité. Donc en ce moment, on parle beaucoup de bâtiments serviciels. Enfin, du côté des coûts, je vois plutôt des augmentations que le contraire. En même temps, c'est un peu le prix de la flexibilité.
Et aujourd'hui, je pense qu'on préfère tenter de se la donner nous-mêmes, soit comme le dit Thierry, est-ce qu'on peut rendre une partie du bâtiment Donc voilà, mais avec les bailleurs, je pense qu'il y a encore un travail à faire, mais c'est normal, on est en train de vivre tous ces changements maintenant, et je pense que on a voilà, une partie de nous-mêmes se cantonne à nos manières de faire et de négocier, et donc ça prendra le temps qu'il faut pour changer, mais ce sera peut-être pas immédiat. Tout à fait. Vous, bailleurs qui êtes dans la salle, n'hésitez pas à nous dire comment vous travaillez à améliorer la flexibilité au service des directeurs immobiliers. Donc, on entend effectivement un besoin d'anticiper, mais aussi et surtout de pouvoir réagir en fonction de ce qui vous arrivera pour tout ce qui n'est pas anticipable. Et j'imagine aussi que du coup, vous allez mettre en place, ou vous avez déjà mis en place un certain nombre d'outils pour suivre ces évolutions et pour pouvoir justement vous ajuster en fonction. Vous parliez tout à l'heure de mesures, d'observations, de questionnaires aussi envoyés avec les RH. Est-ce que ce travail dont parlait Flore aussi tout à l'heure, hein, de visualisation finalement et d'analyse des évolutions, c'est un travail qui va vous occuper pour les semaines et les mois à venir? Et avec quel type d'outils? Je sais pas si Thierry, vous avez des éléments. Nous, en tout cas, sur la partie IT, tout au début, on faisait pas un focus dessus, parce que comme en fait, on vient de mettre en place un parc qui est censé durer au moins 6 ans, on commence avec pas mal de mètres carrés. Et donc là, l'idée, c'est qu'on aura même encore plus que ce qu'on pensait avec l'absence des gens qui sont en télétravail. Et donc, on avait le sentiment qu'on n'avait pas besoin de mesurer très rapidement l'efficacité de nos locaux. Et finalement, on se pose la question de le faire, et je crois que Christopher, tu es en train de te renseigner sur le sujet, plus pour mesurer la présence réelle des gens. C'est-à-dire que comme on va mettre en place une politique très flexible qui n'est pas contractuelle, on va devoir essayer de mesurer est-ce ce que les gens nous auront dit par sondage, c'est ce qu'ils vont faire réellement. Il y a des courbes qui se dessinent, des jours de présence plus que d'autres. Est-ce qu'ils sont plus en open space qu'en salle de réunion? En tout cas, c'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on prend peut-être un peu tardivement par rapport à d'autres. Chris, je crois que toi, tu as commencé à rencontrer des gens. Oui, alors on a rencontré des sociétés. Bon, il y a plein de sociétés sur le marché qui font ça très bien avec des systèmes de capteurs pour analyser la présence. Et je crois que JLL a aussi offre ce service. Là, on se rapproche de prestataires pour vraiment observer. Donc, on va attendre déjà que nos collaborateurs reviennent dans les locaux. Et en fait, on va vraiment étudier les utilisations des espaces, et ça rentre dans notre politique de test and learn qu'on va mettre en place sur les prochains mois et prochaines années. En fait, on veut vraiment quelque chose qui soit mobile pour pouvoir analyser ponctuellement, par exemple sur un mois, un espace qu'on aura essayé, un peu à l'image des pop-up stores qu'on peut trouver. On va vraiment tester des choses, faire pop des espaces, les tester, avoir du feedback, prendre un maximum de feedback aussi, parce que la data c'est bien, mais il y a aussi l'humain et comment nos équipes ont ressenti l'espace, et on va vraiment faire évoluer ces espaces, même sur le bâtiment qu'on vient de réceptionner. L'idée, c'est vraiment qu'on essaie de faire évoluer au maximum et avoir le maximum de retours, que ce soit de la data et de l'humain. Voilà. C'est très intéressant ce point-là, parce que nous, c'est exactement ce qu'on voit aussi dans les études. C'est ce besoin de confronter à la fois le ressenti des gens et le vécu des gens, et à quel point ils se sentent bien ou pas dans ces espaces, parce qu'on en est quand même là aujourd'hui, hein. J'ai vu des questions dans le chat, il y a des gens qui se demandent, voilà, est-ce qu'on aura encore envie de revenir au bureau après tout ça? Donc effectivement, il va falloir vraiment faire en sorte de proposer des espaces conviviaux, chaleureux, où on n'a pas le sentiment qu'on a au rabais. Nous, on a tendance à dire chez JLL, c'est probablement un peu moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Enfin, on est vraiment sur une notion de qualité qui va aller croissant, et il va falloir confronter à la fois l'occupation, les comportements réels, l'utilisation des espaces et des services, et le ressenti des gens. Et quand je parle de ressenti, vous voyez bien que parfois les indicateurs traditionnels, que sont la productivité, l'engagement, c'est des choses qu'on a l'habitude de suivre habituellement. Nous, on voit aussi parfois les limites, parce que comment mesurer la productivité, c'est pas si évident. Ça a fait l'objet d'une étude qu'on a publiée au début du confinement, qu'on a appelée Human Performance. Donc, comment on définit ce qui fait la performance des gens aujourd'hui? Et dans la performance, il y a la notion de sentiment d'appartenance à l'entreprise, à une communauté. On ne va pas au bureau uniquement pour travailler, même si ça peut encore en choquer certains.
On a bien entendu justement ce rôle du bureau social qui s'amplifie et puis ce rôle du bureau collaboratif aussi parce qu'on a vu que c'était l'une des principales limites du télétravail, tout ce qui va être innovation, collaboration, etc. Tout ce qui est très opérationnel marche très bien. Dès qu'il faut faire preuve d'intelligence collective, c'est parfois un peu plus compliqué et on sait à quel point c'est précieux dans une société comme la nôtre. Vous me parlez donc de flexibilité, vous me parlez d'aménagement pour répondre à tout ça, vous me parlez de suivi de ces aménagements et de suivi de ces usages. J'ai l'impression que vos métiers aussi se complexifient et se flexibilisent, puisqu'on l'a dit, il va y avoir tout ce travail à mener au bureau, mais il va aussi y avoir tout l'autre bureau qu'il va falloir intégrer à vos stratégies. Vous me disiez tout à l'heure que certains parmi vous ont déjà des demandes de collaborateurs. Je ne sais pas en la matière ce qu'ont décidé les IRP sur votre niveau d'intervention sur le bureau au domicile, mais on peut aussi s'interroger sur ce rôle demain, en plus de celui de devoir potentiellement animer une communauté parisienne ou au siège social, la faire dîner, voire la loger pendant le temps qu'elle est au bureau. Il va falloir aussi regarder ce qui se passe du côté du domicile. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous regardez pour les mois à venir ou est-ce que pour le coup, vous avez déjà défini des limites qui font que ce sujet-là, vous n'irez pas? Peut-être nous, pendant le confinement, on a été on a vraiment souhaité que les collaborateurs disposent chez eux d'un espace le plus agréable possible. Enfin, déjà qu'ils sont contraints par leur appartement où chacun n'avait pas des conditions de travail optimum. On a parlé des enfants, des petits appartements à Paris, c'est un cas parmi tant d'autres. Et donc, on a fait livrer des chaises avec accoudoirs, des écrans, rehausseurs d'écran, etc. Et je pense que ce souhait que les postes de travail à la maison soient bien aménagés, c'est quelque chose qu'on a fait dans l'urgence parce qu'on a dû, en fait, comme tout le monde, mettre l'ensemble de notre population en télétravail. On avait une énorme contrainte technique qui était les populations de production qu'on n'avait jamais fait télétravailler sur un rythme tel. Et donc, il y a eu cette prouesse technique qui a été réalisée. Et donc, on souhaitait que les gens soient au mieux chez eux. Ensuite, sur la partie télétravail long terme dont on est en train de parler maintenant, je ne suis pas certaine qu'on voudra aller au maximum du confort. C'est vrai que j'ai vérifié que des locaux sont sains, respectent les normes, etc. C'est beaucoup de textes de loi, de choses à regarder, à respecter. Si demain on doit le faire au domicile de tout le monde, ça rajoute une contrainte qu'il faut bien mesurer avant de se lancer dedans. Donc je pense qu'on fera sans souci tout ce qui est conseil d'ergonomie, s'assurer que les personnes ont une connexion OK, qu'on leur a donné le bon matériel, etc. Après, on pourrait envisager que si c'est trop compliqué d'équiper tout le monde à un niveau suffisant, que certaines personnes ne seront peut-être pas autorisées à télétravailler plus d'un certain nombre de jours par mois si c'est trop compliqué parce qu'on n'arrive pas à mettre en place les dispositifs. Voilà, en tout cas, nous, ça n'a pas encore été décidé. Tout ce que je peux dire, c'est que sur les partenaires sociaux, que ce soit les phases d'aménagement ou ces phases de politique RH, et de ce qu'on pourrait faire à la maison seront bien sûr intégrés. Ça a été le cas. Donc, par exemple, je sais que Christopher, sur ton projet, vous les avez rencontrés régulièrement pour partager vos avancées. Et donc, ça nous permet de prendre des inputs, mais on prend leurs inputs comme on prend ceux des collaborateurs à travers des sondages, des managers à travers des entretiens de programmation, la direction pour connaître leur vision. Finalement, on a vraiment, c'est assez large cette manière d'intégrer les besoins de tous et des CSE compris. Très bien. Thierry, vous vouliez réagir sur cette Oui, question? côté CNP, donc l'idée n'est pas trop de s'immiscer dans le domicile. Hein. Chaque télétravailleur, donc globalement 100% des personnes aujourd'hui ont reçu une petite prime d'une centaine d'euros pour aller chercher acheter l'équipement qui leur convenait le mieux. Et puis après, c'est une participation mensuelle aux factures électricité, internet avec un forfait mensuel. Voilà. J'aurais tendance à dire, on va pas aller trop loin à domicile puisqu'on veut qu'ils reviennent aussi au bureau demain. Mais pour autant, on n'a pas rien fait. Mais pour autant, on fait rien. On fait pareil. Et donc justement, on le voit, votre volonté, c'est pas forcément de devenir des professionnels du bureau au domicile, hein, ce qui ouvrirait quand même un champ de sujets aussi touchy que complexe, on va dire. En revanche, vous le disiez à plusieurs reprises pendant cette conférence, il va s'agir aussi de réallouer les sous qui pouvaient être hier dépensés dans du mètre carré pur pour proposer quelque chose de flexible, d'engageant, d'engagé, etc. Si j'ai bien compris, parmi les postes importants à privilégier,
J'entends des choses autour de l'IT. On n'a pas prononcé le mot sécurité, mais je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez tous fort dans vos entreprises. Et surtout, donc le côté digital aussi pour l'expérience et surtout les services. Vous en avez beaucoup parlé. Je crois, Thierry, d'ailleurs, que quand vous menez un projet d'aménagement aujourd'hui, hier, vous demandiez l'avis des collaborateurs sur les aménagements et aujourd'hui, c'est plus trop ça le sujet. Ah, c'est plus ça le sujet du tout, hein. Venir participer à choisir le bureau, la chaise ou le fauteuil. On n'est plus sur ces sujets-là aujourd'hui, hein. On a ouvert 4 TV. Un, les transports, parce que on va essayer de prôner la mobilité douce. On a un parking auto qui est bien moins important que celui qu'on peut connaître à Montparnasse. On a un parc vélo qui peut accueillir plus de 250 vélos demain. Donc le sujet, c'est le sujet transport. Second sujet, c'est l'activité sportive et culturelle. On part d'un immeuble où on avait une salle de sport. L'idée, c'est de se dire, on va s'intégrer demain dans la ville. Donc comment aller négocier un contrat avec une salle existante, hein, ne pas refaire les choses. Et toute cette notion de service qui veut dire comment je m'ancre en fait et comment j'échange avec l'écoquartier. Hein. Donc c'est cette vie, comment je vis demain dans cet écoquartier, avec donc cette notion de service et de restauration, hein, importante. On a un vrai sujet sur la restauration à demander. On lance une enquête là très prochainement sur l'offre et les attentes des différentes populations et avec on va dire des populations ciblées. On a fait même un zoom sur les moins de 35 ans. C'est quoi les attentes des moins de 35 ans demain en termes de restauration au sein de l'entreprise? Voilà. Un petit complément, puisque c'est tout nouveau aussi, ça a été justement validé hier matin en comité de pilotage. En termes de service, hein, on a réussi à faire passer la notion de floor manager. Alors, c'est des gens qui ont la responsabilité de vérifier que le service sera opérationnel, un support et une présence humaine à différents étages du futur bâtiment, justement pour accompagner. On se dit, c'est toujours bien en tout début de découverte d'un bâtiment. Mais je pense que ça peut valoir le coup de le conserver. Facility managers finalement qui sont là pour veiller aussi bien au côté opérationnel du bâtiment qu'au côté confort du collaborateur. Exactement, ça draine tous les services et toutes les demandes que peut avoir un collaborateur. Donc c'est des choses que j'avais vues il y a déjà une bonne dizaine d'années dans les pays scandinaves. Donc ça vient avec cette notion de service à l'utilisateur et de proximité. C'est vrai que l'hospitality manager est un métier qui commençait à faire parler de lui, notamment du côté du facility management en France, puisque c'était l'une des propositions de valeur qui avait été faite ces dernières années par les acteurs du marché. Et donc là, ce qu'on se dit, c'est qu'avec ces bureaux clubs, ces endroits où il faut attirer, sociabiliser, créer une communauté et arriver à l'animer et à la faire vivre, c'est pour vous un métier qui pourrait prendre toute son importance et du coup changer un petit peu sa philosophie, c'est-à-dire ne pas être dans le prendre soin du bâtiment, mais plutôt dans vraiment prendre soin des collaborateurs au sein de ce bâtiment. C'est ça? Oui. Ok. Donc, un gros sujet service autour aussi de l'image de marque de l'entreprise, de ce qu'on a envie de faire, de montrer à voir, etc. Un sujet aménagement et flexibilité, un sujet IT aussi, on l'a dit et redit. Beaucoup de sujets, donc finalement, pour les directeurs immobiliers que vous êtes. Là, pour l'un comme pour l'autre, la prochaine grosse étape de vos projets immobiliers en cours, ce sera quoi? C'est l'ouverture? De notre côté, nous, on a 3 nobos qui se terminent en même temps et donc on a l'opportunité de ne pas poursuivre certains d'entre eux. Donc, c'est la plus grosse décision qu'on est en train de prendre maintenant, peut-être se séparer d'un peu plus de mètres carrés que ce qu'on avait anticipé. Et donc, ça voudra dire que tous ces projets, donc en fait, on avait 3 gros projets de réaménagement, un qui a été livré et 2 en cours. Les 2 autres en cours, on va devoir complètement les réadapter si c'est le cas, puisque l'idée étant on ne veut pas que les collaborateurs y perdent. Donc, en gros, si on va vers la libération de mètres carrés, ce ne sera pas énorme, mais c'est surtout qu'il faut que dans les espaces, le confort, les services, l'envie de venir soit plutôt plus forte qu'avant, puisqu'on part du principe que dans les locaux, c'est important pour tout plein de raisons, dont la performance, puisque le sentiment d'appartenance, pour nous, est vraiment un élément très fort dans l'envie des gens de travailler pour leur société.
Et donc, l'idée, ce sera de ne pas diminuer le nombre de choses qu'on peut y faire, de rendre les espaces encore plus agréables que précédemment, grâce à cette flexibilité, peut-être grâce à des rotations. Enfin, voilà, et c'est tout ce qu'on est en train de travailler avec Christopher. Par contre, on ne souhaitait pas drastiquement diminuer le nombre de mètres carrés parce qu'on part du principe que tous ces changements, déjà on est en plein Covid, donc comment dire, le ressenti des gens est très particulier en ce moment, donc c'est dur de Oui, tirer on des est encore en conclusions. plein dans la crise. C'est un peu tôt Exactement. pour On lever le parlait nez. justement, d'un côté, les gens ont envie de revenir, mais ils peuvent pas se réunir parce qu'on a des salles de réunion qui sont divisées par deux. Nous, par exemple, on vient de lancer le nouveau site, on peut pas ouvrir le restaurant d'entreprise parce qu'on n'a pas assez de couverts. Donc, c'est vraiment il y a une dichotomie qui est un peu compliquée à gérer. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de lire l'avenir. Comment? C'est quoi le souci sur votre On restaurant? devait ouvrir un restaurant d'entreprise, sauf que pour que le restaurateur, que chacun y trouve son compte, il faut un certain nombre de personnes pour déjeuner au restaurant. Et donc, en fait, Ah, et en ce moment, compte tenu du télétravail, il n'y a pas assez de couverts à servir chacun. exactement. Et donc, on passe notre temps, enfin, on a toujours pas signé, je sais plus, je crois qu'on n'a pas signé le contrat. Et donc, on négocie la date d'ouverture pour essayer de trouver le moment où on pense qu'on aura suffisamment de collaborateurs pour faire un restaurant qui donne envie de venir. Parce que le risque, nous, on n'a jamais eu de restaurant d'entreprise, en tout cas en région parisienne, c'est que si on lance un restaurant moyen, alors qu'on part du principe que ça va être un moment super sympa pour les gens, ils vont pas revenir. Donc, ce serait un échec. Donc, on essaie de mesurer la bonne date de lancement pour que ce soit un succès, en fait, comme tous les espaces qu'on souhaite lancer. Et on est vraiment dans l'idée du test and learn, c'est-à-dire que sur tous ces espaces qu'on va lancer, on se donne le droit de se tromper. Et tout à l'heure, on parlait de donc peut-être diminuer les budgets sur la partie mètre carré. Nous, on voit aussi l'augmentation du budget dans une certaine mesure sur ces changements qui vont sûrement arriver dans le temps. Voilà. Changement de mobilier, déplacement de cloison, peut-être. Voilà. Très bien. On a beaucoup trop parlé de restauration pendant cette conférence, mais on voit que c'est un vrai sujet d'avenir et un service central. D'ailleurs, on voit aussi à quel point ça marche sur l'esprit des gens. D'ailleurs, je tiens à dire que Christopher est dans une salle Eating Meeting. Hein, on a construit une Tout à salle de fait. réunion. Vas-y, décris où tu es, Christopher, cet endroit particulier. Alors, c'est une salle en fait avec une table centrale, une cuisine équipée avec plaque, four, hotte. Non, pas encore de hotte. Ça ne saurait Qu'est-ce que tarder. vous avez Et préparé, Christopher? C'est ça qu'on alors, veut un savoir. tiramisu. Non, en fait, On mange ça quoi? sera- C'est quoi le menu ce midi? Envoyez l'adresse. si vous pouvez tous vous déplacer, je vous ferai à manger avec plaisir. Mais en fait, c'est tout simplement une salle qui aura pour concept de pouvoir se. En fait, finalement, on s'est rendu compte que quand on faisait un meeting, on était tous, et surtout par exemple avec des externes, on pouvait être tous très, enfin, c'était très formel, voilà, on avait tous une posture à tenir. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on passait à table ou quand on cuisinait, quand on faisait un peu autre chose finalement que juste parler et négocier, en fait, on avait une posture un peu différente et c'était une toute nouvelle façon d'aborder la personne en face. Et du coup, d'où l'idée de la team meeting où les collaborateurs pourront venir passer un déjeuner à cuisiner et travailler. C'est très français cette approche-là. On confirme. Hein, je crois que Ça a fait ses preuves pour tout un tas de tâches pour lesquelles c'est un concept assez efficace. Alors, je vous propose de prendre le temps de répondre aux questions des gens qui n'étaient donc pas dans la salle, mais à distance, et qu'on remercie encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire. Alors, je vous demande une petite seconde, on va essayer de les dérouler avec vous. N'hésitez pas, hein, tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à nous partager vos questions. On va tâcher d'y répondre. Donc, si je reviens, on a quand même un certain nombre de questions, notamment pour revenir au sujet du télétravail. Il semble que le côté curseur, le 2 jours et le 3 jours notamment, fasse débat et certains se demandent si ce n'est pas une question d'opposition entre le point de vue des collaborateurs et celui des patrons. Est-ce que, finalement, Thierry, vous avez apporté un petit élément de réponse tout à l'heure, c'est que quand on leur laisse le choix, ils sont nombreux à faire celui de plus, mais pas majoritaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une dichotomie entre la vision de l'entreprise, qui a freiné longtemps hein, sur le télétravail, et celle du collaborateur, qui a poussé longtemps, mais qui du coup, là, s'y frotte et découvre une réalité qui est peut-être un petit peu différente de celle qu'il imaginait? Non, je n'ai pas ce sentiment. Pas ce sentiment. Autant les managers que les collaborateurs, tout le monde a trouvé ça comme une belle opportunité.
Les managers, justement, il y avait une enquête fin 2019 qui avait été faite et il y avait une bonne majorité des managers qui trouvaient cette arrivée du télétravail comme quelque chose de positif en termes d'organisation et de nouveaux process d'organisation du travail. Voilà. Et sachant que ce télétravail est avant tout utilisé pour des mesures de concentration. Hein. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Hein. Et c'est sûr qu'on trouve certainement plus de calme, plus de sérénité chez soi que dans certains lieux, espace ouvert, espace fermé. Mais on est mieux à la maison sur ces sujets-là. Donc non, il n'y a pas de d'opposition. réticence, pas d'opposition. Un alignement sur. Oui, sur c'est plutôt un alignement. Après, plutôt un alignement. J'ai même envie de vous dire qu'il y a aussi des soucis qui se posent, c'est sur tout ce qui est rétention, attraction des collaborateurs. En fait, si en fait le télétravail devient une nouvelle norme et que des entreprises sont réfractaires à adopter ce changement, vont très vite, à mon avis, se retrouver avec des problèmes à conserver les salariés ou en tout cas en attirer. Alors, en tout cas, nous, dans notre cas, c'est un sujet. C'est un sujet très fort. Aller attirer des talents. Oui, pardon. Aller attirer des talents. J'avais des exemples avec les anciens directeurs qui cherchaient à recruter des stars du développement logiciel. Non, les gars, ils voulaient rester surfer dans le sud-ouest de la France, 8 heures de questions qui montent à Paris. Hein. Mais si justement ils voulaient avoir ces collaborateurs-là, il faut accepter. Hein. C'est vrai, c'est des transformations, mais il faut accepter que ces gens travaillent à distance. Fleur, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais dire, en fait, j'ai le sentiment qu'on est vraiment en train de basculer. Nous, on parle de human-centric workplace, donc c'est pas un joli mot, mais vraiment on est en train de se recentrer sur le collaborateur, sur le salarié. Pour moi, c'est vrai qu'en fait, à l'occasion de ce confinement, de cette crise, les salariés ont fait leurs preuves, ils ont montré qu'ils pouvaient travailler à distance, que ça fonctionnait bien. Bien évidemment, il y a des choses à ajuster. Bien évidemment, on se rend compte qu'il y a des histoires de curseurs et qu'une option 100% télétravail, à de rares exceptions près, ça peut pas vraiment fonctionner. Mais pour autant, on se rend compte que les salariés sont prêts à faire cet effort de flexibilité supplémentaire, mais en échange, ils veulent aussi cette flexibilité. Aujourd'hui, ils veulent de plus en plus pouvoir choisir leurs horaires, choisir le moment de leur travail, choisir les modalités de leur travail. Et ça, c'est vraiment, si les employeurs n'entendent pas ça, ils risquent d'être gênés, de plus arriver à attirer les meilleurs. Ça, c'est sûr. L'autre point important, je pense, c'est de se dire il n'y a pas de solution unique. Et même, vous disiez, je crois que vous avez de l'ordre de 40% de gens qui voudraient aller jusqu'à 3 jours. 40%, c'est pas non plus. 42% des personnes sont déjà à 3 jours aujourd'hui. Sont déjà à 3 jours. C'est pas non plus la majorité. Et en fait, par exemple, nous, dans l'étude qu'on vient de conduire, on voit qu'il y a aussi, par exemple, 25% de gens qui ne veulent pas travailler ailleurs qu'au bureau. Donc, je pense qu'en fait, il faut proposer un éventail. Il faut pouvoir accommoder. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de la variété des profils, la variété des tempéraments, la variété des conforts de domicile. Parce qu'on voit bien que les jeunes sont très moteurs pour revenir au bureau parce qu'ils n'ont pas forcément les conditions adéquates à la maison pour travailler. Donc, il faut offrir ce choix et cette diversité. Après, c'est vrai qu'entre le souhait de chaque individu et la nécessité que la boîte continue à produire et fonctionner, en fait, pour moi, c'est vraiment un vase communicant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à tous travailler plus à distance aujourd'hui, que ce soit l'évaluation de la performance, la capacité à produire ensemble quand on n'est pas au même endroit. On est quand même sur quelque chose de très récent. Et en fait, pour moi, il me semble nécessaire qu'à date, les gens viennent encore pas mal au travail, peut-être pour apprendre à travailler de plus en plus à distance et puis progressivement envisager qu'on sera de moins en moins sur notre lieu de travail. Mais on est, travailler ensemble, c'est quand même un exercice pas toujours, il y a de l'humain, donc c'est pas toujours évident. Le faire à distance, ça rajoute une couche de complexité. Et en fait, moi, j'entends très bien que même moi, à titre individuel, si vous me demandiez entre 5, 7 et 9 semaines de vacances, qu'est-ce que vous préférez? Je dirais 9, c'est pas pour autant que c'est viable pour la société. Et donc, c'est vrai que l'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre entre les souhaits individuels et le besoin de performance de la société. Du gagnant-gagnant.
Ouais, voilà, et puis d'apprendre tous ensemble. Et puis voilà, je pense qu'il y aura quand même des règles qui vont devoir s'imposer, sinon ça partirait probablement un peu trop dans tous les sens. Enfin, voilà. Et puis laisser le choix, ce que j'entends, et c'est vrai qu'on a vu quelques entreprises au tout début de la crise décider, alors on en a beaucoup parlé lors de la dernière conférence, donc on va pas y revenir, mais de tuer leur bureau un peu rapidement, hein, clairement, en pleine crise au début, et pour des raisons qui sans doute n'a été plus économiques et antérieures qu'elles ne pouvaient y paraître, mais pour autant, eux ne laisseront pas le choix aux collaborateurs, ce sera télétravail ou rien, et effectivement, dans cette logique-là, ça risque d'être un peu compliqué. D'autant que je le rappelle, et ça me paraît important de le souligner, on va reboucler avec le début de la conférence. C'est quand même notre responsabilité à tous d'entendre qu'on fait face aujourd'hui à une grande partie de la population en risque. Lors de la dernière conférence, Coenix insistait sur le fait qu'à peu près 25% des salariés, et encore c'était avant le confinement 2, étaient en risque psychologique. Je pense qu'on voit tous dans notre entourage et dans nos équipes à quel point tout cela fragilise quand même les gens. Donc n'oublions pas que la période à l'instant T est complexe et que là encore, ça nécessite quelques ajustements et quelques attentions particulières. Dans les questions, on nous pose une question qui parle d'un autre virage qu'il ne faudrait pas oublier avec cette crise, le virage climatique, le virage écologique, et que le bureau avait amorcé, bien sûr, mais qu'il ne faudrait pas oublier, d'autant qu'on ne peut pas dire qu'il faisait partie des acteurs les plus en avance. Et une petite question, on a beaucoup parlé de réattribution de mètres carrés en data center, en expérience digitale, en sécurité, etc. Concrètement, est-ce que l'un dans l'autre, en termes de performance énergétique, tout ça pourrait s'équilibrer, être pire, être mieux? Moins de bureaux à climatiser et faire fonctionner, mais plus de data, plus de mails et plus de visioconf. Comment va être la facture? Et c'est ce qu'on disait, la facture pour la planète risque de ne pas être. On pensait que ça pourrait s'améliorer, mais finalement pas tant que ça. Peut-être un prochain sujet d'enquête et d'étude aussi chez JLL, Flore. Je sais que ces sujets font partie de vos préoccupations récurrentes. Oui, nous, on s'intéresse aussi, oui, à cette notion de responsabilité, d'employeur responsable, etc. Et clairement, ça fera partie de l'équation parce que, comme vous le dites, il faut avoir une vision d'ensemble. J'ai vu sur le taux de foisonnement, je me permets de réagir parce que j'ai vu que certains étaient étonnés du 0,8 quand on annonçait donc sur le taux de mutualisation des postes de travail. 0,8 en fait, c'est tout simplement ce que nous disent aujourd'hui les entreprises. C'est pas forcément nos prédictions à nous, JLL, mais ce qu'on voit, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a aujourd'hui 60% des entreprises qu'on a interrogées qui nous disent qu'elles vont soit intensifier le recours au flex office, donc faire aller encore plus loin dans ce taux de mutualisation, soit adopter le flex office. Là où auparavant, avant crise, pas encore dans ces préoccupations-là. Le flex office, il venait sur la table à l'occasion d'un projet immobilier, mais c'était pas quelque chose d'aussi systématique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, très clairement, dans toutes les discussions qu'on a avec nos clients entreprises, le flex office est mis sur la table parce que c'est un levier d'optimisation et surtout de réallocation d'espace, comme on le disait. Très bien. Derrière ce 0,8, beaucoup de réalités différentes, en fait. Des gens qui vont intensifier et qui pourraient aller jusqu'à 0,6 ou 0,7 et des gens qui font tout juste l'apprentissage du flex office. Oui, et puis on sait, hein, d'ailleurs, on le rappelle, que pour ceux qui passent au flex office, quel que soit le contexte, et encore plus dans un contexte chahuté tel que celui-ci, on se contente pas d'arriver un matin en disant tout le monde est passé au bureau partagé. On observe un peu justement l'existant, les besoins, etc. pour prendre la bonne décision et placer le curseur justement non pas en fonction d'une simple moyenne ou médiane, mais au bon endroit. C'est ça? Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un enjeu, même si sur le papier, on se dit qu'on va pouvoir rationaliser l'empreinte, il y a aussi un enjeu d'usage et de nouveaux usages, puisqu'on voit bien que une des tentations, c'est de permettre aux gens
de se croiser quand ils viennent au bureau. Donc, on peut pas totalement lisser l'occupation non plus. Donc, voilà, tous ces enjeux-là, faut les intégrer. Intervenant nous dit taux de 0,2 même dans les pays nordiques Je chez vois. certains employeurs. Alors oui, mais peut-être justement que cette notion de nécessité de se rencontrer va les forcer à revoir un peu à la hausse ou pas cet indicateur. D'ailleurs, autour de ces sujets, on avait un questionnement que j'ai projeté à un moment sur les slides. On a des gens qui se sont demandé si le bureau demain, ça serait du 100% collectif, uniquement de la salle de réunion, des lieux de socialisation. Et on s'est rendu compte. Vous avez dit, du choix. On s'est rendu compte qu'en fait, ça non plus, ça pouvait pas fonctionner. Ce qui est formidable, c'est que la période actuelle nous pousse à envisager les scénarios les plus extrêmes. Mais on s'est rendu compte que ça non plus, ça ne fonctionnait pas, tout simplement pour une raison très très simple, c'est que quand vous venez au bureau, vous avez encore souvent à gérer des réunions à distance. Donc on a vu, et je me rappelle Cynthia, vous aviez évoqué ce sujet-là, on a vu aussi beaucoup le besoin de disposer de bulles, de petits espaces en retrait pour pouvoir conduire une réunion à distance. Donc on n'est pas uniquement dans du présentiel quand on vient au bureau, il faut vraiment faire Tout à fait. ces modes de travail hybrides. Et donc, ça ne veut pas dire la fin du poste individuel n'étant pas synonyme de poste attribué. Exactement. Il y a une distinction entre répondre à des besoins individuels, mais ces besoins individuels peuvent être mutualisés. Par exemple, une salle, une bibliothèque, un espace de silence, c'est une position de travail individuelle, mais on la mutualise avec d'autres, on la partage avec d'autres. Très bien. Est-ce que vous avez vu passer, je parle aux différents intervenants, une question que j'aurais laissée sur le côté? J'ai l'impression qu'on a fait un tour des principales Je vois une thématiques question sur abordées. tout ce qui est coworking tiers-lieu, qui est assez intéressant aussi. C'est qu'on n'a pas abordé le sujet, mais c'était le fait de dire est-ce qu'il y a, enfin, il y a un intérêt sur ces espaces et pourquoi. Moi, j'aurais bien envie de répondre. Est-elle capable de financer ce coût, nous Voilà. précise. Moi, j'aurais bien envie de vous dire que l'intérêt de ces espaces de coworking et tiers-lieux, c'est la proximité. La proximité avec, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure ces derniers mois, mais en fait, je pense que c'est la proximité de ces espaces avec les lieux de vie des personnes. En fait, je pense que tout simplement, les gens ont envie de travailler à proximité de chez eux, mais pas tous chez eux en fait, parce que c'est pas Dans le un même environnement degré de confort. professionnel. Voilà. Pas le même degré de confort, pas le même. Il y avait des besoins d'espaces de réunion, des espaces de visio. Et je pense que la force de ces lieux, c'est la proximité et ça, qui sont capables de fournir ces équipements. Après, Cynthia, On a peut-être sur le. parlé aujourd'hui de télétravail. Le télétravail, c'est pas forcément du home office. On l'a dit, tout le monde ne vit pas dans les mêmes conditions, avec les mêmes moyens en termes de confort, d'installation, etc. Et puis tout le monde n'a pas non plus cette volonté. Donc l'idée, c'est de se dire que le télétravail, ça peut être effectivement en home office, mais aussi en tiers-lieu, comme hier et demain encore dans un café, et comme, même si ça reste plus désagréable mais toujours utile, dans un certain nombre de transports. Donc voilà, télétravail n'est pas égal à home office. Ensuite, quand même, là, on répond à la question de l'intérêt, mais il y a quand même aussi la question du coût. On l'a dit, des économies peut-être un petit peu, mais aussi beaucoup de budget à réallouer. Comment est-ce que l'entreprise va envisager ce service dans sa palette de services proposés aux collaborateurs? L'équation économique reste à résoudre. Je dirais sur les coworking sujet. Déjà, on s'est rendu compte, comme vous disiez, Christopher, il y a le besoin d'une offre de tiers-lieu plus proche du domicile des collaborateurs, puisqu'on s'est rendu compte avec la crise que on ne pouvait pas être dans une logique binaire. Le domicile ne répond pas forcément aux besoins professionnels du collaborateur, selon la qualité du domicile dont on dispose. Donc, besoin d'une offre de proximité. Pour autant, aujourd'hui, les coworking avaient plutôt tendance à être des lieux hyper centraux, hyper urbains. Donc, ça fait naître le besoin probablement d'une alternative dans une logique de coworking, mais plus proche des bassins de vie. Et l'autre alternative à ces lieux de coworking pourrait être du corpo working, donc des sites détenus par l'entreprise, mais toujours sur cette logique de réseau, satellite. Je sais qu'à une époque, IBM avait testé ce modèle également. Et nous, aujourd'hui, on parle de hub and club, donc se dire on pourrait avoir un lieu cœur, un lieu centre névralgique,
c'est le club, ces fameux bureaux clubs, et puis des hubs disséminés sur la région parisienne. On en avait discuté aussi avec Ubisoft. On disait, quand une entreprise est localisée, par exemple, à l'est de Paris, elle pourrait imaginer d'avoir un relais à l'ouest. Donc voilà, c'est un peu des questionnements qui sont sur la table aujourd'hui. Après, avec la question du coût, bien évidemment, et la question aussi de, en même temps, quand on va au bureau, c'est aussi pour retrouver ses collègues. Donc, si c'est encore pour être disséminé à travers le territoire, ça fonctionne pas forcément. Donc, encore une fois, une question de curseur. Oui, et puis aussi une question de sécurité, puisque reste à voir à quel point, puisqu'on parlait beaucoup de porosité avec le quartier, de rendre service, y compris aux autres potentiellement, etc. On pourrait envisager effectivement un espace de, alors comment vous appelez ça, le pro-working, donc du corpo-working, où bon, chacun a son terme, mais en gros c'est un espace avec des bureaux où tout le monde peut aller travailler, hein, soyons clairs. Sauf que effectivement dans les endroits où il y a des bassins d'emploi et peu d'entreprises, quand il y en a une, on a tendance à vouloir y aller, mais il s'avère que pour des raisons de sécurité, peu ont le droit d'ouvrir leurs portes pour m'être fait retoquer. Donc, il y a aussi peut-être cette notion de partage et d'ouverture à travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire cette mixité à aller chercher dans le quartier, mais aussi potentiellement du service à proposer chez soi. Très bien. Donc, effectivement, cette notion de coworking sur laquelle nous sommes revenus, écoutez, nous sommes à 10 minutes de la fin. Je pense donc que nous avons tenu le timing. Je vous remercie d'abord l'ensemble des intervenants d'avoir répondu à ces quelques questions sur la nécessité de réagir déjà dans l'instant et dans l'immédiat avec un certain nombre d'employés dont il faut prendre soin, puis qu'il faudra accueillir et travailler à réattirer. On comprend bien donc cette notion de flexibilité et d'agilité qui va être vitale compte tenu du nombre d'incertitudes qui continuent de planer. On voit aussi à quel point vos sujets se complexifient quelque part en prenant de plus en plus en compte l'humain, qui nécessite donc des ramifications en termes de travail et de sujets de réflexion. Merci beaucoup pour toutes ces ouvertures. On entend aussi déjà les sujets de demain, donc le bureau au logement, mais aussi peut-être le logement au bureau et toute cette mixité d'usages qu'il va falloir travailler à inventer avec les modèles économiques qui iront avec. Merci beaucoup pour la richesse de ces échanges et surtout à très vite pour la suite, car je sens que les débats resteront nombreux. Et d'ailleurs, le prochain rendez-vous ADI, vous recevrez très rapidement des informations à ce sujet. Si Gilles Allard est toujours dans le coin, qu'il n'hésite pas à remettre son micro. Et sinon, voilà. Et sinon, on vous invite à rester connectés et informés sur les pages ADI, LinkedIn et YouTube pour connaître très vite les prochains événements à venir. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.